24 avril 1995, 24 avril 2014, cela fait exactement 19 ans jour pour jour qu'intervenaient les accords de paix entre l'État du Niger et l'organisation de la résistance. Plusieurs manifestations ont eu lieu pour marquer la célébration de cette journée. Les échos dans un instant. L'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section Transparency International, a également 13 ans d'existence cette année. En 13 ans, quel bilan les tenir pour la dite association? Élément de réponse dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information que nous ouvrons par ce communiqué de presse de la Direction générale de la police nationale. Le mardi 22 avril 2014, aux environs de 7h30, la brigade de recherche et d'investigation de la douane de Kobagué a intercepté un véhicule IAS en provenance de Kanchari qui transportait 2 cartons de 250 munitions, chacun de calibre 12,70 mm. La brigade de douane a procédé à une mise à disposition à la direction de la police judiciaire de 2 individus interpellés. Il s'agit du chauffeur et de son apprenti ainsi qu'un lot donc, de 500 munitions. La police judiciaire a ouvert une enquête au cours de laquelle le destinataire des munitions a été interpellé. Il s'agit notamment d'un gendarme en service au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Au cours d'une perquisition à son domicile, il a été retrouvé un fusil de marque Simplex Brevet SC DG numéro 69035 qu'il détient illégalement. Les intéressés sont actuellement en garde à vue à la police judiciaire qui poursuit son enquête. Nota bene, les infractions retenues contre ces 3 individus sont les suivantes. Les destinataires, le gendarme, le chauffeur et son apprenti pour importation illicite de munitions, le destinataire pour détention illégale d'armes à feu. Cela dit, le président de la République, Issoufou Mahamadou, était hier en déplacement dans le département de Kéta. C'est dans la région de Tawa où il a procédé à la pose de la première pierre de l'usine de cimenterie. Et cette action est le fruit de l'accord d'investissement signé le 22 octobre 2013 entre le président de la République, Issoufou Mahamadou, et le richissime homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, d'une capacité de production d'1 million de tonnes par an. Les travaux de construction de cette usine prendront notamment 18 mois. Voilà, nous y reviendrons également plus en détail sur ce film. Le Niger célèbre ce jour 24 avril le 19e anniversaire de la Journée nationale de la Concorde, une journée hautement significative qui a notamment vu la signature des accords entre l'État du Niger et l'organisation de la résistance ORA, mettant ainsi fin à 4 années de conflit armé, célébré aujourd'hui dans un contexte politique, marqué par un climat politique délétère. La radio et télévision Dunia vous propose ce dossier sur la dite journée. Il est signé Idi Maman Siraji. 24 avril 1995, 24 avril 2014. Voilà 19 années que les accords entre l'État du Niger et l'organisation de la résistance armée ORA ont été signés. Ces accords avaient mis fin, on se souvient, à 4 années de rébellion qui sévissaient alors au Niger. Des points inscrits dans ces accords, on peut citer le démarrage d'un programme d'urgence et la mise en œuvre des stratégies de développement économique, social et culturel dans l'Aïr, l'Azawak et le Kawar, l'intégration, le recrutement des éléments démobilisés de l'ORA dans l'administration publique, les forces de défense et de sécurité, les sociétés d'État, mais aussi et surtout l'institutionnalisation d'une journée de réconciliation nationale à la mémoire des victimes du conflit. D'où la naissance de cette journée dénommée Journée nationale de la Concorde. La finalisation des accords avait eu lieu le 25 septembre 2000 à Agadez au cours d'une cérémonie appelée Flamme de la paix où l'État du Niger avait pris l'engagement ferme de respecter ou de faire respecter toutes les voies menant au dialogue, à la démocratie et au droit afin d'aboutir à une paix durable, gage de tout développement. Au cours de la cérémonie, des armes ont été brûlées. De cette journée nationale de la Concorde que retiennent les Nigériens.
Juste après l'avènement de la démocratie, le Niger était plongé dans un chaos qui a risqué la vie de beaucoup de Nigériens. Où au dernier point, on avait quand même senti l'atteinte à l'intégrité du territoire national. Jusqu'au point où beaucoup de Nigériens désespéraient si l'unité nationale allait y demeurer. Jusqu'au point où les Nigériens n'en croyaient pas que la superficie maintenue allait être telle. C'est-à-dire les 1 267 000 km². Mais Dieu merci, grâce aux tenants du pouvoir de l'époque, grâce à la capacité de communiquer du Nigérien, grâce à l'esprit de paix, à l'esprit de tolérance que le peuple nigérien partage, on a pu régler ces différends qui étaient politico, quelque part, entre griffes terroristes. La journée du 24 avril était une date commémorative qui consacre la paix retrouvée au Niger depuis, en tout cas, le signature des protocoles d'accord avec les différentes rébellions qu'il y a passées. Cet accord, c'est mettre fin vraiment à ce qui se passe, à ce que les rebelles puissent déposer leurs armes et que tout le monde vise l'intérêt national, l'intérêt de ce pays. La date du 24 avril a été retenue pour que tout le monde s'en souvienne qu'on est venu de loin et que plus jamais ce que le Niger a connu dans les années 90, 91 et 92. Et donc pour laquelle cette fête est célébrée pour rappeler à tous la nécessité de se considérer comme étant d'une même famille. Pour Kaoussen Maïga, ancien porte-parole du mouvement nigérien pour la justice MNJ des années 2007-2008, certes, les accords du 24 avril 1995 et même ceux qui s'en sont suivis comme ceux de 2007 avec le MNJ ont permis d'asseoir une paix au Niger, mais la préservation de celle-ci doit découler de notre comportement. La paix, ce n'est pas aussi l'absence de guerre. La paix, c'est aussi les conditions de vie, n'est-ce pas? Et si les ex-fronts et le gouvernement à l'époque ont été amenés à signer ces accords-là, c'est parce que c'était nécessaire pour les Nigériens qui ont toujours vécu en symbiose de continuer à le faire. Mais s'il y a eu un conflit et qu'il y a eu un accord de paix ou des accords de paix, il faut que ces accords de paix-là servent à ce que ce conflit ne puisse plus répandre. La paix, c'est Dieu qui l'a voulu. La seule chose qui nous a sauvés, c'est que les leaders de cette rébellion-là, nous avons fait un travail de fond. Certains ont été amenés à mentir à leurs combattants pour que ceux-là renoncent à la lutte armée, pour leur faire croire en la lutte démocratique. Parce que certains des leaders se sont présentés aux élections, n'est-ce pas? Et ils sont devenus qui conseiller communal, qui régional, qui député. Et ça a donné certaines envies à cette jeunesse-là de lutter démocratiquement et d'abandonner les armes. L'importance de ces accords n'est pas à démontrer pour un pays comme le Niger qui a su préserver la paix et la quiétude sociale sur son territoire au moment où beaucoup de ses voisins souffrent d'un climat d'insécurité. C'est pourquoi, à l'occasion de cette journée nationale de la Concorde, les citoyens interpellent la classe politique. Aujourd'hui également, à la veille de cette journée, avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, même si que nous, on considère que c'est dans le cadre logique des jeux démocratiques, je pense que cette journée, nos autorités actuelles doivent nous donner un autre accent. À mon avis, à mon humble avis, pour revenir à la paix, pour concrétiser les promesses qui ont été faites, il faut d'abord vraiment arrêter cette querelle-là. Il faut que la loi soit respectée. Quand un juge donne un verdict, il faut le respecter. Quand une majorité décide quelque chose, il faut que la minorité l'accepte. Mais il ne faut pas que la majorité impose à la minorité tout ce qu'elle veut, que ce ne soit pas un choix de la minorité. Quand on sait que nos députés sont à l'Assemblée nationale, et au lieu de faire ou de développer l'esprit d'unité, l'esprit de paix, on ne fait que développer l'esprit de division, on ne fait que développer l'esprit de règlement de compte, où l'un insulte le président de l'Assemblée nationale, l'autre incite le président de la République. Où est-ce que le pays va quand on sait que tous les côtés sont divergents? Où est-ce que le Niger va quand on sait que tous ceux qui sont censés défendre la République, quelque part ne partent pas vers le consentement, quelque part ne partent pas vers le compromis, alors que toute politique doit aboutir au compromis. S'ils ne sont pas capables au compromis, pourquoi alors ils représentent le peuple nigérien? La paix, comme aimait le dire Feu Félix Houphouët-Boigny, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement.
Il appartient donc aux Nigériens d'adopter ces comportements qui puissent permettre la préservation de cette paix durable, gage d'un développement harmonieux. Les habitants de la région d'Agadez ont également fêté à l'unisson ce 19e anniversaire de la Journée nationale de la Concorde. C'était à travers plusieurs manifestations tenues à cet effet. Les précisions RTD Agadez de Ramedi Alassane. Les accords de paix du 24 avril 1995 signés à Ouagadougou entre l'État du Niger et les ex-fronts armés ont abouti à la célébration tous les ans de la fête nationale de la Concorde. À travers ces accords, les responsables de la résistance armée d'alors, l'État du Niger, les pays médiateurs et les partenaires au développement ont pris des engagements fermes pour conduire à terme le processus irréversible des accords de paix. Plus de 2300 ex-combattants ont été intégrés dans les corps paramilitaires, les forces de défense et de sécurité, établissements publics et parapublics. Des milliers d'autres se sont vus octroyer des sommes d'argent dans le cadre du programme de réinsertion socio-économique. Je pense que les accords de paix ont eu le mérite d'avoir posé les jalons d'un système qui est censé répondre aux évoqués par des premières rébellions, à savoir la malgouvernance, à savoir le mal développement, etc. Les accords de paix ont conduit d'une part à la réinsertion d'un bon nombre d'ex-combattants et d'autre part ils ont abouti à décentralisation intégrale qui est aujourd'hui une actualité, une réalité au Niger. Je pense que les différents gouvernements qui se sont succédés ont chacun contribué d'une certaine manière à la mise en œuvre des accords de paix, en ce sens que ces accords ont demandé beaucoup de ressources financières que l'État du Niger n'avait pas. Il y a eu une table ronde à Ottawa où beaucoup de partenaires au développement avaient promis du bout des lèvres de contribuer à la mise en des accords de paix, mais malheureusement que l'Union européenne et l'UNID qui ont matérialisé leurs engagements. De gros acteurs à Libye ou certains dont je tairai le nom ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Nonobstant les efforts fournis par l'État du Niger et ses partenaires, la recherche de la paix est une œuvre de longue haleine. Mon mot de la fin, c'est que la paix, c'est un chantier qui n'est jamais fini. Quels que soient les efforts que les uns et les autres estiment avoir fait, mais que chacun continue à avancer dans le sens de la paix, surtout aujourd'hui avec des pays qui nous menacent de part et d'autre, avec le contexte géopolitique extrêmement mouvant, extrêmement inquiétant même qui nous entoure, que ce soit au Mali, à Libye, au Nigeria, etc. Pour les ex-combattants de la première et de la dernière rébellion, je lancerai un appel pour leur dire que les armes a trop dérangé le sommeil des populations de la région d'Agadez et du Niger en général. Nous en avons vraiment assez et qu'il est grand temps aujourd'hui que les gens se ressaisissent pour se remettre au travail. Si l'État n'a pas les moyens de créer, et c'est impossible d'ailleurs d'offrir du travail à tout le monde, que les gens fassent parler leur génie créateur, leurs initiatives personnelles. Parce que je me dis que quelqu'un qui est suffisamment courageux pour risquer sa vie en tenant une arme pour réclamer un droit, cette personne-là ne doit pas en principe manquer de courage pour utiliser les armes que lui offre maintenant la démocratie et l'état de droit pour se frayer un chemin, bâtir sa vie et bâtir la vie de sa communauté et la nation tout entière. Cette année, la célébration à Agadez de la fête nationale de la Concorde se matérialise par l'inauguration officielle du monument de la flamme de la paix entièrement réhabilité. Et surtout, l'organisation par l'ONG Tartit à Tamazak de la fête proprement dite, ce qui n'en est pas moins tout un symbole. Aussi pour marquer la commémoration de la journée de la Concorde, le COJ, le commissariat chargé à l'organisation des grands événements, a organisé de son côté une conférence publique, c'était ce matin, une conférence qui s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de cette mémorable journée. Engagement de la jeunesse dans le cadre de la consolidation de la paix. C'est le thème de cette conférence publique organisée par le commissariat à l'organisation des grands événements COJ. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre des activités de la commémoration du 19e anniversaire de la signature des accords de paix de notre pays, célébré le 24 avril de chaque année.
Occasion donc pour le commissaire chargé de l'organisation des grands événements de revenir sur les activités prévues pour cette journée. Cette année aussi, le commissariat chargé de l'organisation des grands événements organise des manifestations dont la présente conférence publique, la soirée culturelle prévue ce soir à 21h au Palais de Congrès, ici même, la course hippique dotée du Grand Prix de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui se déroulera à Maradi, dont la finale c'est cet après-midi. D'autres activités se déroulent dans plusieurs autres localités de notre pays. Le message est partout le même. Le Niger est un pays de paix. Le Niger est un et indivisible. Les deux conférenciers ont tour à tour pris la parole pour exposer au public des thèmes relatifs à la contribution de la haute autorité à la consolidation de la paix, de la préservation de la paix et les alternatives liées à la crise sécuritaire, le rôle que doit jouer la jeunesse. Merci, vous l'avez dit vous-même que la jeunesse est une frange importante de la population. Quand vous regardez les statistiques, ce n'est un secret pour personne, la population du Niger est extrêmement jeune. Et vous savez aussi qu'en cas de conflit, le bras armé de tout conflit, c'est la jeunesse. Que ce soit à travers les forces de défense ou de sécurité, les forces légales ou les forces illégales, c'est toujours la jeunesse. Donc c'est ce qui a mené le COJ à organiser cette conférence et c'est le lieu de les féliciter. Donc c'est bien vu de s'adresser à la jeunesse et quand on parle de jeunesse, y compris les jeunes hommes comme femmes, qui doivent jouer un rôle important parce qu'étant, comme je l'ai dit tantôt, les bras armés de tout conflit qui peut survenir. Donc il est important d'agir au niveau de cette jeunesse pour qu'elle puisse avoir un comportement qui sied à la paix. Parce que sans paix, vous le savez très bien, il n'y a ni sécurité ni développement. Le point de vue le plus important, c'est d'amener cette jeunesse à pouvoir se réaliser, assurer son éducation et à terme lui trouver un emploi décent. Tant que la jeune et la jeunesse n'a pas de travail, n'a pas d'emploi décent, n'a pas de revenus, cela demeure une jeunesse à risque qui à tout moment peut basculer dans l'économie criminelle dont je parlais tantôt. Des questions auxquelles des réponses pertinentes ont été apportées par les exposants à sanctionner la fin de cette conférence publique. À Maradi, le MPCR entendait le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable de nous, Mamadou Arzika, a organisé ce matin un meeting au nom de la paix, un meeting géant qui entre également dans le cadre de la célébration de la journée de la Concorde. Le compte-rendu de Alzouma Seni Soumaïla. Journée de fraternité, journée d'entente et de cohésion sociale et surtout d'unité nationale. La journée nationale de la Concorde édition 2014 a été commémorée dans la capitale économique du Niger à travers ces meetings à la devanture du gouvernorat initié par le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable de Nuhu Arzika. Un meeting à l'honneur de la paix entièrement appuyé par les autorités régionales de Maradi. Cette journée a été institutionnalisée le 24 avril 1995, un an après la signature de l'accord de paix de Ouagadougou le 9 octobre 1994 entre le gouvernement et la rébellion, consacrant ainsi la fin de plusieurs années d'hostilité. Au-delà du règlement d'un conflit ponctuel, le concept de la concorde doit être appréhendé dans toutes ses dimensions, notamment le respect du prochain et celui de la différence pour créer un socle de tolérance dans nos relations sociales multiples et multiformes. La nécessité d'une justice sociale, d'une bonne gouvernance et d'une entente mutuelle et collective pour faire face aux défis de développement durable au Niger est évoquée par le président du MPCR dans le discours qu'il a prononcé. Aujourd'hui, notre pays fait face à plusieurs types de menaces et de risques qu'il nous faut appréhender pour y faire face avec responsabilité et courage. Il s'agit de la persistance de la mauvaise gouvernance, de l'impunité, de la répartition inéquitable des fruits de la croissance, du désœuvrement de la jeunesse, de l'injustice multiforme, des frustrations multiples, de l'exclusion systématique, des discriminations multiformes
le népotisme et le favoritisme, etc. Ces pratiques, à tout le moins contraires aux prescriptions de notre loi fondamentale, sont malheureusement monnaie courante, avec tout ce que cela peut engendrer comme frustration et menace. C'est un truisme de le dire. La nature de la gouvernance a un impact réel sur la qualité de la vie et sur la concorde nationale. Selon qu'elle soit bonne ou mauvaise, la gouvernance influe sur la vie des citoyens, sur leur quotidien, sur leur rapport et sur leur esprit. Aujourd'hui, dans notre pays, la situation est très critique et même alarmante en raison des multiples complaintes réelles ou supposées de la part des couches sociales qui s'estiment légitimement exclues, marginalisées ou victimes d'injustices de toutes sortes. Pour une paix durable au Niger, le respect des engagements pris, l'implication et la participation de tous les acteurs sociaux s'avèrent donc indispensables. Une paix que le CR veut accompagner à travers l'enseignement d'une citoyenneté responsable. Créée en 2001, l'association nigérienne de lutte contre la corruption et section Transparency International a pour objectif de contribuer à l'éradication de la corruption sous toutes ses formes. Et pour y parvenir, la NLC a mis en place un centre dit d'assistance juridique et d'action citoyenne, CAJAC, sur le rôle que joue justement le CAJAC. Écoutons les explications de son coordinateur, Amadou Diallo. Ces clubs sont organisés au niveau des communes, au niveau des départements avec des coordinations régionales dans certaines régions. Évidemment, c'est des regroupements de jeunes filles et garçons. Dans certaines localités, c'est les sages du village. Ça dépend des lieux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des gens qui sont engagés volontairement à lutter contre la corruption. Les clubs anticorruption sont avec un code de conduite et un guide. Il y a la corruption des membres du club anticorruption. Le rôle qui est attribué à chaque membre du club anticorruption, et il y a le rôle du club lui-même dans la chaîne du travail que fait l'association nigérienne de lutte contre la corruption. Voilà, il s'agissait plutôt de Maman Wadata et non Abdou Diallo comme je l'annonçais. Et puis vous suivrez d'ailleurs en partie magazine de cette édition un film documentaire consacré aux activités de cette structure durant ces 13 années d'existence. L'actualité dans nos régions, à présent à Maradi, où le mariage précoce est forcé et très fréquent dans les zones rurales là-bas. C'est le cas de Nana Hadiza, c'est une jeune fille, vous allez le voir, âgée de seulement 11 ans, qui a été victime du dit phénomène. Âgée de 11 ans et originaire d'un village du département de Madarumfa, Nana Hadiza Abdulkarim a été à la fois victime d'un mariage précoce et forcé. Donnée en mariage contre son gré, elle a eu le courage de quitter la maison familiale à l'insu de ses parents pour une aventure dans la ville de Maradi avant d'être récupérée par la police, amenée chez une tante et placée dans le centre éducatif à Passerelle de l'ONG Salsani. Malgré le poids du souvenir, elle raconte sa douloureuse histoire avec émotion. Nika sai na taho sai na zana wajen tanti ita na gaya mata da ta gaya musu suka ce ba su bai ina sai in zan police dai in kare haƙƙin ɗiya mata. Une histoire émouvante que ses parents adoptifs racontent aujourd'hui avec mépris des parents qui la considèrent comme leur propre fille. Hadiza dai masha Allah matsala ta same ta, matsaloli sun same ta tun tana yar karama ko ba gaskiya ba. Na ɗai shekarunta ba su isa na aure ba, kuma gata ita bata son mijin ba ma bata taba ganin shi ta kamaimai kuma ba son shi ba take. Shi kenan nan na mun tahi nan sura biki na barta nan cikin gida ko da nazo sai mai isko ta ba ta tahiyyata. Shi kenan
nan da aka yi bikinta aka kare sai aka tobe da amarya aka yi ta ba amarya ga hannu sai aka ce mani to tunda ni dai yanzu ni na san gari yadda aka yi bikin Lahadi da suka zo sai aka ce ai amarya ma wai tana kumsiriya ko tana jandarmeri ai ni na tunda ba ta son arme tabbat zan goya mata baya tunda ba ta so arme abu ne rayuwa ba ta yau ba ta gobe ba kenan yaro ya ce bai so to a shaha mata lahiya amma tabbat insha ma Allah tunda tana da guri ubangiji muna fata Allah ya cika mana guri. Yanzu zaman da Nana Hadiza take na tamkar yau wadda na aiwa haka nan dauki Nana Hadiza saboda matsalar da Nana Hadiza ta shiga ciki da ta zo aka gaya mini na ji ciwo hankali na ya tashi sosai kuma ilimi na ɗiya mace idan ɗiya mace ta samu ilimi ya yi ta zamana da kwanciyar hankali gidan miji. ONG, structure associative et étatique, la convergence des efforts de tous les acteurs est plus que nécessaire pour mettre fin aux pratiques néfastes dont sont victimes les jeunes filles âgées de moins de 18 ans. Car cette histoire de Nana Hadiza Abdulkarim est certainement vécue par des milliers de jeunes filles dans le monde rural nigérien. Sur un tout autre plan, le panier de la ménagère n'aura plus de problème pour se remplir vu l'abondance des légumes qu'on trouve un peu partout sur le marché. C'est en tout cas ce qui ressort de ce constat qui est signé Alimatou Abdou. De la tomate fraîche, des choux, du poivron, de la carotte, de l'oignon. Ce sont là quelques légumes qu'on trouve en abondance sur le marché. Vu leur disponibilité, la ménagère remplit aisément son panier, quelle que soit sa bourse. C'était le condiment, le courgette, le pomme de terre, le tomate, tout. Donc oui, c'est vrai, c'est la période, mais maintenant, c'est pas cher. Il y a d'autres c'est cher, il y a d'autres c'est pas cher. Donc à propos des tomates, c'est pas cher. À propos des courgettes aussi, c'est pas cher. Donc c'est les oignons, les carottes, tout ça, c'est la période, donc c'est pas cher, le persil, tout. Un seul ingrédient demeure inaccessible, la viande. Cette cherté s'explique par la non-disponibilité du bétail, notamment au niveau des différents marchés de ravitaillement. yanzu ana sayar da mai kashi 500 ba 20 nama mai kashi wanda bai da kashi 550 sai da shi a da ana samun shi 500 jikka 250 yanzu bisashen da sun kai tsada wanda yanzu rani ya riga kawo bisashen da sun koma zuwa bisa. Avec la mise en œuvre de l'initiative 3N, la ménagère peut facilement remplir son panier. Les légumes sont disponibles sur tous les marchés à des prix abordables. Il convient de revoir le prix du kilo de la viande qui a connu une hausse de 250 francs CFA afin que tous les ménages puissent en consommer. Suite de ce journal, les étudiants de l'Institut pratique de santé publique IPSP de Niamey et ceux du CSP Ilmi et Mamar ont, en collaboration avec leurs camarades de l'école des infirmiers de Gao au Mali, entrepris un voyage d'études dans la capitale burkinabé, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des connaissances culturelles des étudiants de l'IPSP. Damana Abdoulaye. Le voyage, c'est l'école de la vie, a-t-on coutume de dire. C'est cette vieille tradition de plus d'une décennie de l'Institut pratique de santé publique IPSP que cette présente promotion réunie autour du directeur général Sandra Maïga Abdoulaye a honoré cette année avec ce énième voyage d'études. Un voyage d'études qui a conduit la délégation chez le voisin du sud-ouest nigérien au pays de Maurice Yamego et de Thomas Sankara au Burkina Faso. Cette délégation composée des étudiants de l'IPSP de Niamey, d'Agadez et de Maradi, ceux du CSP Mamar de Niamey et d'Agadez et ceux du CSP Ilimi de Maradi. Au-delà de son caractère pédagogique, ce voyage d'études se veut particulier et constitue un instrument d'intégration sous-régionale. En témoigne la participation cette année des étudiants de l'école des infirmiers de Gao, PIG du Mali.
composé de la cinquantaine d'étudiants et d'encadrer cette délégation conduite par le DG de l'IPSP une fois à Ouagadougou, a pris quartier à l'atelier du théâtre burkinabé ATB. La première étape de ce périple a amené les étudiants à visiter la capitale du Faso, du quartier Ouaga 2000 en passant par l'avenue Charles de Gaulle, celle dite de Kwame Nkrumah, le CIAO, les nouveaux échangeurs, jusqu'à la Patte d'Oie. Tombés sous le charme de la ville et de l'émerveillement de la visite, les étudiants livrent leurs impressions. C'est ma première fois de voyage, de venir à Ouaga. J'ai découvert beaucoup de choses vraiment intéressantes et j'ai apprécié le voyage. Ça m'a vraiment pris le poids de connaître Burkina et de connaître leur religion, leur tradition, leur modestie aussi. Le voyage est intéressant parce que ça m'a permis de découvrir certaines choses que je n'ai pas pu découvrir dans certains pays. Ce voyage nous a permis vraiment de faire une très grande reconnaissance, tout avec nos frères, les pays frères du Mali, Tchad, Niger et du Burkina aussi. On n'a jamais voyagé comme ça. Nous qui ont participé, donc on a tout vu. On a tout vu. On va encore participer l'année prochaine. Une journée consacrée à un quartier libre, la délégation levait l'encre de Ouagadougou et mit le cap sur le village Bazoulé, un village aux multiples fascinations où se côtoient tradition et mystère à l'image de la mare qui abrite plus de 200 caïmans. Le crocodile sacré comme ça, c'est notre totem. Ça là, c'est protège de village. Mais pourquoi nous avons dit que c'est sacré? Les grands sœurs, tu pars dans la brousse pour faire la sasse. Comme il parle, c'est à grande brousse même, il n'y a pas de là-bas pour boire. Bon, on a vu un caïman à côté, dans l'arbre, tu suis le caïman pour trouver l'eau pour boire. Donc le caïman il est sauvé beaucoup. Donc ils ont dit que c'est comme ça. Comme lui, les amis là, les petits, les gens, les suivez-vous là. Je ne peux pas tuer un crocodile ici. Imbu des valeurs mystérieuses où viennent se briser les us et coutumes du village à une riche faune aquatique de la mer, Bazoulé force l'admiration des visiteurs. Très émus, les étudiants nous relatent les quelques phrases apprises dans ce grand livre du monde que le voyage. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que j'ai découvert beaucoup de choses que j'ai jamais cru que ça existait. Par exemple, garder un caïman jusqu'à 120 ans, ou bien un caïman devient comme un être humain, l'enterrer, tu vois, beaucoup de choses intéressantes. Donc je pense que vraiment le voyage là c'est très intéressant. On doit le continuer pour donner l'occasion à ceux qui n'ont pas venu de venir découvrir beaucoup de choses qu'on a vues. Et merci beaucoup. J'ai vu leur tradition ici à Ouaga. On a fait des tours partout. On a vu des caïmans. Et vraiment ça m'a plu. Ce voyage-là, nous autres là, on est toujours à Gawa, on n'a jamais voyagé même. Ça nous a permis de découvrir le monde et voir d'autres coutumes qui ne sont pas nos coutumes. Et s'adapter aussi aux réalités du monde. Nous avons visité beaucoup de choses. Personnellement, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de mystères que je ne connaissais pas, particulièrement au Burkina Faso. Invités pour la première fois à cette découverte de l'extérieur, les encadreurs maliens saluent l'ingéniosité du directeur général de l'IPSP. J'ai beaucoup apprécié d'abord l'organisation matérielle. Et vraiment un chapeau à l'IPSP qui a facilité tous ces déplacements parce qu'il fallait préparer les différentes rencontres qu'on a pu avoir avec les gens du Burkina Faso. C'était pas évident. C'est notre première fois d'aller là-bas, nous, pour ce qui concerne Gao. Déjà sur le trajet depuis Gao jusqu'au Niger, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Et du Niamey également jusqu'au Burkina également, nous avons vu faire beaucoup de découvertes. Ce voyage d'études offre ainsi chaque année aux élèves et étudiants de l'IPSP la possibilité de découvrir d'autres horizons outre que le Niger. Une façon pour le pionnier de cette initiative, Sanda Maïga Abdoulaye, de renforcer la connaissance culturelle de ses étudiants. Parce que découvrir, c'est étudier aussi. Nous sortons du cadre pédagogique de la formation en entrant dans le cadre pratique de la formation. Parce que beaucoup d'élèves, nous avons remarqué, qui viennent d'Agadez, qui viennent de Maradi, qui viennent de Niamey, n'ont jamais quitté leur ville. Et sont maintenant partis dans un pays voisin, dans une capitale, et ils ont vu l'évolution de cette capitale. Ça les a permis de comparer
ce qu'il y a chez nous et ce qu'il y a au Burkina. L'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos élèves au niveau de l'IPSP soient mieux nantis en dehors des cours pédagogiques qu'on donne chaque fois, en dehors de ce qu'on fait normalement du programme de l'État, de faire en sorte que ces élèves-là soient imprégnés de ce qui se passe dans le monde. Et c'est ce qui nous intéresse. Cette année, nous avons organisé ce voyage d'études avec notre partenaire du Mali, en l'occurrence l'école des infirmiers de Gao, qui étaient venus avec leurs élèves aussi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'organiser ce genre de voyage. Donc puisque nous avons déjà cette expérience, ça fait 11 ans que nous organisons des voyages d'études chaque année. Et ils sont venus, ils sont partis avec nous et je pense qu'ils n'ont pas regretté ce voyage et ils ont promis que l'année prochaine, quand nous irons, parce que le programme de l'année prochaine c'est faire Cotonou et Lomé, quand ils iront à Cotonou et Lomé, ils seront de la partie et c'est ça qui nous intéresse. Ce grand rendez-vous du donner et du recevoir de l'IPSP en jumelage avec certains instituts de la place et l'école des infirmiers de Gao s'est terminé sous une note de satisfaction globale de l'ensemble des participants. Décidément, à l'IPSP, on ne se contente pas d'être bon, mais d'être les meilleurs. Première école privée de santé publique au Niger, l'IPSP est aujourd'hui incontestablement le leader des instituts de santé au Niger. À l'UPSP, on ne finira jamais de nous étonner. l'IPSP est tellement meilleur qu'elle ne se contente pas d'être bon, mais d'être toujours le meilleur. Avant la suite de ce journal, je relis pour vous ce communiqué de presse de la Direction générale de la police nationale. Le mardi 22 avril 2014, aux environs de 7h30, la brigade de recherche et d'investigation de la douane de Kobagué a intercepté un véhicule IAS en provenance de Kanchari qui transportait 2 cartons de 250 munitions, chacun de calibre 12-70 mm. La brigade de douane a procédé à une mise à disposition à la direction de la police judiciaire de des individus interpellés. Il s'agit du chauffeur et de son apprenti ainsi qu'un lot donc de 500 munitions. La police judiciaire a ouvert une enquête au cours de laquelle le destinataire des munitions a été interpellé. Il s'agit d'un gendarme en service au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Au cours d'une perquisition à son domicile, il a été retrouvé un fusil de marque Simplex brevet SCDG numéro 69035 qu'il détient illégalement. Les intéressés sont actuellement en garde à vue à la police judiciaire qui poursuit son enquête. Et nota bene, les infractions retenues contre ces 3 individus sont les suivantes. Le destinataire, c'est-à-dire le gendarme, donc le chauffeur et son apprenti pour importation illicite de munitions et le destinataire pour détention illégale d'armes à feu. Comme annoncé, place donc à la partie magazine de cette édition consacrée au film de réalisation, autant pour moi, de l'association nigérienne de lutte contre la corruption. Très bonne réception, au revoir. Pays sahélien, le Niger compte plus de 17 millions d'habitants répartis dans diverses activités socio-économiques. Avec une population majoritairement pauvre, le Niger figure parmi les pays les plus corrompus au monde selon le classement de l'indice de perception de la corruption effectué en 2013 par Transparency International. La corruption est un mal qui existe depuis la nuit des temps, notamment sous forme de pots de vin, dessous de table, et définie par Transparency International comme un abus du pouvoir à des fins privées. Elle constitue de lors un obstacle majeur à tout processus de développement d'une nation, d'où la nécessité de la combattre. C'est donc pour contribuer à bouter la corruption hors du Niger qu'il a été créé en 2001 l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, ANLC, qui est également la section nigérienne de Transparency International. Une association née de la volonté des hommes et des femmes ayant une préoccupation commune, celle de combattre à tout prix la corruption sous toutes ses formes. J'ai été syndicaliste et en tant que syndicaliste, nous avons été confrontés à un certain nombre de cas de corruption qui touchaient le monde du travail
ça m'a permis de me poser un certain nombre de questions en réalité. Parce que j'ai vu des cas d'injustice où le travailleur était dans ses droits. Et quand il s'est agi d'aller au tribunal du travail pour réclamer ses droits, quelquefois on lui a donné ses droits, mais malheureusement minorés. C'est-à-dire qu'entre-temps, quelqu'un a agi pour que ce travailleur-là ne puisse pas avoir en réalité le montant qui lui revenait. Deuxièmement, j'étais sage-femme et là également au niveau du service de la santé, nous avons été confrontés à des cas de corruption. Donc l'un dans l'autre, je me suis dit mais il y a peut-être quelque chose à faire. Et j'ai réfléchi et quand je me suis engagée à créer cette organisation, j'ai fait appel à des personnes. Donc je pense qu'ils pouvaient m'aider à identifier des personnes qui ont la même préoccupation que moi, qui pouvaient venir avec moi pour qu'on puisse réfléchir et mettre en place véritablement une association de lutte contre la corruption. L'ANLC a pour vocation d'entreprendre des actions concrètes visant à apporter un changement de comportement chez l'ensemble des acteurs et de la population afin de réduire, voire éliminer la corruption. Et pour ce faire, l'ANLC mène plusieurs activités de sensibilisation des populations. Toute chose qui lui a valu la reconnaissance de Transparency International comme l'une de ses sections les plus actives à ce jour. Ce que nous voulons faire, c'est apporter un changement de comportement vis-à-vis de tous les acteurs. C'est-à-dire que ce soit le corrompu, que ce soit le corrupteur, il fallait trouver le moyen d'attirer leur attention, de les informer, de leur expliquer ce que c'est que la corruption, justement pour que cette corruption-là puisse être combattue. Et nous avons amené un certain nombre d'activités, notamment des rencontres d'échange pour expliquer aux gens. Mais la première action qui a porté que nous avons organisée, c'était le premier atelier que nous avons organisé sur la corruption, auquel nous avons invité des membres du gouvernement. Et si ma mémoire est bonne, on a dû avoir au moins 8 ministres qui étaient venus à l'ouverture de cet atelier-là, dont le ministre de la Justice. Donc le ministre qui est en charge en fait des problèmes de la corruption. Et c'est comme ça que c'est parti. À cet atelier de démarrage, nous avons invité également des collègues d'autres pays, comme le Tchad, le Mali, le Sénégal et Transparency International, qui venaient de nous reconnaître comme étant section, parce qu'on a été admis section. Il y a tout un processus pour être admis section. Donc nous avons été admis section. Ces gens sont venus également ici, renforcer nos capacités et aider à renforcer les capacités en réalité de tous les Nigériens qui étaient là, qui ont suivi cette formation-là. La corruption est certes omniprésente dans tous les secteurs de la vie, mais l'association nigérienne de lutte contre la corruption se focalise sur 3 secteurs vitaux que sont l'éducation, la santé et la justice. Pour parvenir à ces fins, des clubs anticorruption ont été installés dans chacune des 8 régions du pays. Nous avons demandé à la troupe à l'époque qui faisait ça, c'est le même qui continue à faire des sketchs, de nous préparer ce genre de sketchs-là pour qu'on puisse les diffuser. Et on les a diffusés au niveau des radios, au niveau de la télévision, pour que les Nigériens puissent savoir que ça existe réellement et qu'il faille faire quelque chose par rapport à cette corruption-là. Ça, c'était la première démarche qu'on a faite. Après les sketchs, nous avons également eu un appui du PNUD pour faire une étude justement dans les 3 domaines. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas une étude, en tout cas à notre connaissance, qui a été faite dans les 3 domaines en profondeur sur la corruption. Cette étude nous a beaucoup aidés parce qu'elle nous a permis de voir réellement quel était l'impact de la corruption au niveau de ces 3 domaines-là, qui sont des domaines vitaux. Au Niger, la jeunesse constitue plus de la moitié de la population. Tout changement de la société doit forcément et nécessairement passer par cette frange de la population. Et c'est conscient de cela que l'ANLC travaille à ce jour avec quelques 210 clubs anticorruption constitués essentiellement de jeunes très actifs. Ces clubs sont organisés au niveau des communes, au niveau des départements avec des coordinations régionales dans certaines régions. Évidemment, c'est des regroupements de jeunes filles et garçons. Dans certaines localités, c'est les sages du village. Ça dépend des lieux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des gens qui sont engagés volontairement à lutter contre la corruption.
les clubs anticorruption sont institutionnalisés par l'association avec un code de conduite et un guide. Il y a la composition des membres du club anticorruption. Il y a donc le rôle qui est attribué à chaque membre du club anticorruption. Et il y a le rôle du club lui-même dans la chaîne du travail que fait l'association nigérienne de lutte contre la corruption. Résolument engagés dans la lutte contre la corruption, les jeunes, à travers une multitude d'activités, réaffirment leur volonté à accompagner l'ANLC de l'accomplissement de sa noble et exaltante mission. Très content de vraiment mener une première activité au nom de ma commune. C'est notre première bonne action qu'on a pu mener dans notre commune. C'est vraiment une satisfaction pour moi. Je remercie l'ANLC pour cette initiative noble qui est en train de mener dans notre pays pour pouvoir éradiquer cette pratique néfaste. Tout qu'on ne dénonce pas tout cas de corruption, ça va s'agrandir. Et là, à travers l'impression que les uns et les autres ont donnée, je suis rassuré que notre message a passé. La corruption, de quelque nature qu'elle soit, affecte indéniablement l'ensemble des aspects de développement socio-économique. Dans certains cas, elle va jusqu'à réduire à néant les efforts de développement entrepris dans un pays. Du fait de la corruption, même l'État ne peut pas engranger en réalité les ressources qu'il devrait engranger. Parce qu'entre-temps, la corruption est passée par là. On a pris des parties données X, Y, Z. On fait des partages illégaux. À partir de ce moment, même l'État perd. Et c'est vrai. L'autre effet de la corruption fait qu'on n'a pas de bonnes routes sur lesquelles circuler, n'est-ce pas? Les populations n'ont pas suffisamment peut-être à manger du fait de la corruption. On n'a pas suffisamment de classes d'école du fait de la corruption. Parce que ce que le gouvernement a prévu, les fonds qui ont été prévus n'ont pas été utilisés correctement et entièrement pour ce pourquoi ils ont été destinés. Quand vous prenez le cas de la santé, aujourd'hui vous allez dans un dispensaire ou dans un hôpital, si vous ne connaissez pas les gens, vous risquez de mourir debout. Si vous n'avez pas le moyen de vous soigner, si l'État n'a pas le moyen de mettre à la disposition des centres de santé, des hôpitaux, des médicaments par exemple, ne serait-ce que pour le premier soin, beaucoup de Nigériens vont mourir, même en arrivant à l'hôpital. Donc ça a un effet au niveau de la santé, ça a un effet au niveau de l'école, qui constitue en tout cas le creuset de formation des citoyens lambda. Au niveau de la justice, c'est la même chose. Quand une fois que la corruption a gangréné la justice, et malheureusement la corruption est en train de gangréner la justice, ça a toujours été dit, on ne le répétera jamais assez. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de juges qui sont intègres. Dieu merci. Au regard de la complexité de sa mission, la NLC ne s'est pas contentée uniquement des clubs anticorruption. Outre ces derniers, il a été créé en septembre 2010 un centre d'assistance juridique et d'action citoyenne CAJAC. L'objectif étant de permettre aux citoyens de réagir face à la corruption en mettant à leur disposition une équipe spécialisée dans le domaine. À partir de 2010, l'association a pris un autre tournant, en ce sens que elle est entrée dans une autre phase de mobilisation et d'engagement des citoyens dans la lutte contre la corruption, mais aussi l'assistance juridique aux citoyens témoins ou victimes de corruption grâce au financement de Transparency International via l'Union européenne. L'assistance juridique que nous apportons peut se faire aussi par le biais des audiences foraines, c'est-à-dire le déplacement du centre vers les populations afin d'appréhender leurs préoccupations, de leur apporter l'information juridique, de prendre en compte leurs préoccupations et leur apporter l'assistance juridique par des conseils juridiques, par des orientations par rapport à leurs préoccupations, mais tout en s'inscrivant aussi dans une logique qui est contenue dans la stratégie de Transparency International, qui est l'engagement et la mobilisation des citoyens contre la corruption. D'ores et déjà, la mise en place de ce CAJAC a porté ses fruits, car les citoyens comprennent de plus en plus l'importance de ce centre, qui est d'ailleurs le leur.
Nous avons eu aussi le mérite de poser le débat de la corruption à tous les niveaux, en faisant en sorte que les citoyens en discutent au quotidien, en faisant en sorte que les citoyens interpellent les pouvoirs publics, en fait que les citoyens exigent de la justice, et plus de justice, c'est de l'application de la loi. De manière ponctuelle, par exemple, vous pouvez fouiller, le NFP a produit l'année dernière 100 femmes du Niger. Parmi ces femmes, les 100 femmes du Niger, il y a une femme qui est devenue, qui est entrée dans ces 100 femmes, suite à une instance juridique que nous lui avons apportée. C'est à partir de là qu'elle est devenue, disons, l'icône. Je crois que c'est dans le domaine du mariage précoce. Mais aussi, au quotidien, nous apportons une instance juridique à ceux qui viennent vers nous. Nous apportons l'information juridique parce que, vous savez, dans un pays comme le Niger, avoir l'information juridique aussi, c'est une préoccupation. On peut bien avoir un problème, mais ne pas savoir où aller. Malgré l'existence au Niger d'une multitude d'institutions de lutte contre la corruption, cette pratique continue cependant son bonhomme de chemin, faute de sanctions appropriées. Pour la présidente, cette tendance ne saurait être renversée qu'avec une volonté politique sans faille clairement affichée. Les dirigeants sont d'abord les premiers responsables. Et si aujourd'hui il y a la corruption qui sévit et qui continue, c'est parce que justement, à notre sens, les dirigeants ne font pas suffisamment pour que ça s'arrête. Nous avons donc tous les instruments qu'il faut pour lutter contre la corruption. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous le dites vous-même si bien, c'est au grand jour qu'on fait de la corruption. Ça, c'est le sentiment de tous les Nigériens. Pourquoi? Parce qu'on ne sent pas suffisamment la sanction qui devait suivre justement les cas de corruption. Pire, quand on regarde l'atmosphère politique, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont reconnu qu'ils ont été acteurs de corruption ou bien ils ont fait des détournements d'argent. Il y en a qui l'ont reconnu, mais qui aujourd'hui encore reviennent dans le système. Il faut se poser la question de savoir, mais où se trouve justement la justice? Mais où se trouvent toutes ces institutions-là qui sont là pour pallier à ces choses? Donc au niveau, je parle du niveau de l'État, donc c'est de là-bas que tout doit commencer. En faisant par l'exemple d'abord, hein, et en sanctionnant, quelle que soit la personne qui est dans cette situation-là, il faut la sanctionner sans état d'âme. Parce que nous sommes tous des citoyens nigériens et nul n'est au-dessus de la loi, quelle que soit la personne. C'est en faisant des exemples comme ça, en appliquant des textes qu'on a qui permettent de sanctionner les gens, que la corruption peut diminuer dans ce pays et permettre au Niger de véritablement avancer. Le coordonnateur du CAJAC, pour sa part, exhorte la population à dénoncer tout acte de corruption afin d'aider le pays à développer des mécanismes plus fiables de lutte anticorruption et être acteur à part entière dans le combat contre ce fléau. Il y a des pesanteurs sociales à mon avis. Vous savez, le phénomène de la dénonciation chez nous est mal perçu. Et nous travaillons justement à ce qu'il y ait ce changement de mentalité, que les citoyens comprennent qu'il n'est pas normal de se taire par rapport à des phénomènes de corruption dont ils sont témoins ou dont ils sont victimes. Aujourd'hui, quand on regarde à la vérité, on nous a toujours dit que le Niger est un pays riche, ce qui n'est pas du reste faux, n'est-ce pas? Mais pourtant, on ne le sent pas dans le quotidien des citoyens. La dénonciation pose problème. La personne qui dénonce est toujours mal vue par la société ou par certains groupes de la société. Le deuxième élément aussi, c'est que beaucoup d'acteurs, à la vérité, n'aident pas le travail de la bonne gouvernance ou le travail de lutte contre la corruption. Vous savez, il y a des pesanteurs énormes. La justice est extrêmement lourde. La justice est lente. Ce n'est pas seulement chez nous. À travers le monde, cela est toujours dit. Mais la justice aussi est ésotérique. C'est des techniques, ce sont des procédures. Voyez-vous. Et la plupart du temps, les gens sont impatients. Les gens sont impatients. Et cela, donc, face à tous ces éléments, on a l'impression effectivement que rien ne bouge. Voyez-vous. Et le citoyen, parce qu'il se dit, il calcule toujours, le citoyen est opportuniste. Lorsqu'on pose une action, on se rend compte de sa lourdeur, du temps que ça va prendre, de l'argent peut-être que ça va prendre. On préfère peut-être se taire. Mais c'est justement ce travail qu'il faut faire. Et nous le faisons par le biais de nos clubs anticorruption sur le terrain, pour que les gens comprennent qu'on peut inverser la tendance. Comme nous l'avons toujours dit, une très bonne construction commence par la fondation. Lorsque la fondation est solide, vous êtes convaincu d'avoir une maison solide. Moins la fondation est solide, moins la maison est stable. Voyez-vous. Et c'est exactement cette démarche citoyenne-là que nous
tentons de créer en faisant en sorte que le débat soit posé, que le citoyen sache qu'il n'est pas normal de se taire. La lutte contre la corruption ne doit pas être seulement l'affaire de l'État, des ONG ou des associations au vu des conséquences négatives qu'elle engendre sur l'économie d'un pays. Le combat nécessite l'implication de la population. Toute chose que tente de faire l'Association nigérienne de lutte contre la corruption Transparency International à travers le Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne. Avec cet engagement citoyen tamponné par l'ANLC, l'association entend ainsi réaliser son rêve, le rêve de voir le Niger totalement débarrassé de cette gangrène qui est la corruption. Il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas en faisant de la corruption qu'ils peuvent se réaliser. Peut-être qu'ils vont se réaliser pendant un certain temps, mais c'est éphémère. Le jour viendra où ils doivent rendre compte. Parce que la richesse d'un pays, c'est la richesse de tout le peuple. Shewa